saison 1 de Sabrina se terminait sur l'acceptation par la jeune sorcière de sa vraie nature. Après avoir décidé de signer le livre de la bête assisté par Miss Wardwell et Satan lui-même, Sabrina montre alors l'étendue de ses capacités et libère Grindel de la menace des 13 sorcières. Sa relation difficile avec Harvey semble être terminée et la scène de fin d'épisode symbolise son passage définitif à l'Académie des Arts Invisibles aux côtés des Sœurs du Destin. Cette saison 1 a permis de découvrir les deux facettes de Grindel et de la vie de Sabrina. D'un côté Baxter High et les amis d'enfance de la jeune sorcière et de l'autre son avenir à l'Académie des Arts Invisibles. Sabrina, après avoir pris la décision d'embrasser son avenir de sorcière, se lance dans un nouvel univers et passe un cap grâce à ce choix. Physiquement, elle change également, ses tresses sont affinées, le maquillage et la couleur des cheveux ont été appuyés pour marquer les changements qu'elle est en train de vivre. Elle est encore dans l'incertitude sur de nombreux points, sa naissance, la mort de ses parents, son avenir de sorcière et ses rapports avec Satan. Ses amis à Baxter High ont également connu des gros changements. Rosie a gagné en sagesse et ses visions sont acquises et commencent à être maîtrisées. Suzy a connu de profonds bouleversements dans la saison 1 et cette saison 2 a définitivement changé sa vie et surtout la vision que les autres vont avoir d'elle. Harvey a connu une série de graves traumatismes mais les choses commencent à tourner au mieux pour lui. Même si sa relation avec Sabrina semble encore un peu confuse, tous les humains sont à un tournant et la saison 2 va apporter des réponses comme de nouvelles questions. La famille de Sabrina n'était pas à égalité à la fin de la saison 1 et Zelda s'était bien mieux sortie du lot que tout le monde. Elle a réussi à tirer son épingle du jeu dans ses rapports avec le père Blackwood et sa position dans le Coven a pris de l'importance. Ambrose lui aussi s'est bien tiré de sa position problématique des débuts de l'histoire, il est libéré de son emprisonnement et peut à présent reprendre sa scolarité à l'académie. Son passé reste toujours sombre et sa relation avec Luke n'est pas complètement claire. Il a le charisme et l'âge pour prendre plus d'importance, ce qu'il va faire dans cette saison 2. Hilda était le point faible de la saison 1 selon moi. J'avais critiqué son personnage parce que je le trouvais trop léger, trop gentillet et elle était une sorte de caution comique pour le manoir Spellman. Elle avait pourtant souffert dans de nombreux domaines mais les choses vont un peu changer et j'ai aimé ce qu'elle devient. Du côté de l'Académie des Arts Invisibles, les Sœurs du Destin, Prudence, Agatha et Dorcas étaient avec le père Blackwood les principaux personnages de cet univers qui restait encore un peu flou dans la saison 1. Le choix de Sabrina de changer d'univers va placer l'Académie au centre de l'objectif dans cette saison 2 et Baxter High va passer au second plan. Étrangement, même si elles étaient au centre de l'attention dans la première partie, les Sœurs du Destin ne sont pas les personnages principaux de l'aventure mystique. Le père Blackwood est au centre de toutes les histoires, des révélations vont être faites sur lui et son personnage aura un poids primordial sur le scénario et surtout dans les révélations qui seront faites à Sabrina. Le deuxième personnage principal qui n'était qu'un petit satellite autour de Sabrina devient à présent le centre de son univers. Les doutes qu'elle avait sur ses sentiments lui imposeront rapidement de faire un choix et le triangle amoureux ne pourra pas durer. Le principal ennemi de Sabrina était dans la saison 1 Madame Satan ou Miss Wardwell ou Lilith selon les préférences. Je vais rester sur Lilith parce qu'on verra que ce nom va être celui qui la représentera le mieux dans cette saison 2. Je trouve que son rôle de mentor négatif dans la saison 1 était trop peu exploité. Sa volonté d'influencer Sabrina était évidente et ses tentatives auront été nombreuses mais je trouve que son influence restait trop vague et pas assez concrète. Son personnage prend de l'importance et son influence devient de plus en plus marquée et les révélations sur ses origines apportent vraiment à son personnage et à l'histoire. Concernant le démon ou les démons, je trouve que la place qu'avait Satan dans la saison 1 était subtile et ses apparitions étaient assez rares et toujours flippantes. La mise en scène qui les accompagnait en général ajoutait un cadre terrifiant à son personnage. Cette saison 2 le positionne comme un personnage parmi d'autres, il est pourri, machiavélique, impitoyable, mais il perd selon moi en charisme parce qu'on voit de plus en plus que ce n'est qu'un déguisement et plus la personnification du mal que c'était avant. C'est pour moi la faiblesse de cette saison et c'est aussi un point qui risque de poser tout un tas de questions pour l'avenir à propos des séries Netflix en général, mais j'en reparle plus en détail dans la partie avec spoiler. Cette saison 2 est la suite logique du premier chapitre des aventures de Sabrina. On assiste à un basculement de la vision du spectateur du côté mystique et le monde des mortels est définitivement mis de côté. J'ai trouvé que certaines références historiques ou culturelles étaient intéressantes et j'en parlerai plus en détail dans la partie avec spoiler, mais j'ai constaté des faiblesses dans la mise en scène des personnages et dans l'écriture de certains scénarios qui n'étaient absolument pas crédibles. Si vous avez aimé la saison 1, je pense que vous ne vous sentirez pas perdu dans cette suite logique, comme une symétrie parfaite entre la vie mortelle et la vie mystique de la jeune sorcière. Et j'ai profondément été déçu par une deuxième partie de saison qui part dans le grand n'importe quoi. Un peu comme si la production avait une idée en tête pour la fin, mais pas assez de temps pour développer les événements. En durée de visionnage, je pourrais personnellement enlever au moins 2 épisodes et même presque 3, tellement certains arcs ne servent qu'à raccrocher les wagons. J'ai globalement aimé cette saison
parce qu'elle est plus sombre et plus adulte que la première. J'ai bien aimé la toute fin qui donne un côté mythologique à la série. J'ai bien aimé le personnage qui est introduit pour conclure cette saison, même si j'ai un peu peur de ce que ça risque d'impliquer, mais je ne peux quand même pas oublier ces scènes qui sont inutiles, habillées d'effets spéciaux assez bateaux, ou ces problèmes qui sortent de nulle part et qui sont résolus tout aussi rapidement. Sabrina se transforme peu à peu en Buffy et récupère toutes les ficelles qui avaient été créées par la série de Joss Whedon, et même la saison 3 qui est clairement annoncée pourrait presque servir de support à ce reboot de Buffy qui a récemment été proposé. On peut passer à présent à la partie avec spoiler et on va entrer dans les détails parce que j'ai pas mal de choses à dire. Des aspects totalement ridicules à mettre en avant et des détails à éclaircir. Si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, c'est maintenant qu'il faut partir. Mais juste avant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des autres vidéos que je pourrais vous présenter à l'avenir, et le retour de Game of Thrones sera le plus gros de mon activité dans les semaines à venir. Partagez et donnez-moi votre avis dans les commentaires et abonnez-vous sur Twitter ou consultez le site pour suivre toute l'actualité. Passons donc à présent au fond du problème et le premier épisode nous permet de reprendre contact avec tous les personnages et placer des pions du scénario qui vont évoluer dans les épisodes à venir. L'univers semble bien plus sombre et les mythes démoniaques sont de plus en plus présents. Là où la saison 1 se déroulait à Baxter High à 80% et où les arts sorciers étaient l'exception, c'est à présent le contraire. La sorcellerie a pris le pas sur la série et tous les sortilèges sont totalement assumés. La saison débute avec une vision de Sabrina sur sa naissance et la scène se termine avec l'apparition intrigante des mêmes 3 démons qu'on avait aperçus à la fin de l'épisode de Noël. On apprend rapidement que dans le lycée de Baxter High, Miss Wardwell est passée proviseur après s'être débarrassée de son pauvre mais délicieux prédécesseur, le principal Hawthorne. Le thème principal de ce premier épisode sera l'élection du représentant des élèves de l'académie. L'élection sera un bon moyen pour Sabrina d'asseoir sa position dans ce nouvel établissement et marquer immédiatement son territoire en bousculant encore une fois les règles établies par le père Blackwood. Son affrontement contre Nick va aussi lui permettre de se rapprocher de ce beau gosse qui va rapidement s'avérer être un allié potentiel et peut-être même un peu plus que ça. On découvre dans un bar de l'établissement un nouveau personnage qui est le sombre Dorian Gray, qui est bien le personnage d'Oscar Wilde car il a dans la série la jeunesse éternelle grâce à un portrait de lui dissimulé quelque part qui montre les traces du temps et des actes maléfiques qu'a pu réaliser le patron du bar des sorciers. Les 3 démons de la mine et de la naissance de Sabrina vont rapidement montrer leur cordes. Asmodée, Person et Belzébuth vont donc successivement tenter de tuer Sabrina, qui pensera jusqu'au bout que c'est Blackwood qui les a envoyés, mais dans un final dramatique, elle essaye de confronter les démons et le père de l'académie, mais les démons révèlent qu'ils sont là pour empêcher son ascension. C'est finalement Ambrose qui sera choisi pour devenir le représentant à la surprise générale. En parallèle, dans l'épisode à Baxter High, on constate un rapprochement entre Rosie et Harvey d'un côté et la révélation par Suzy qu'elle veut être traitée comme un garçon et se fait appeler Théo. Comme pour le Seigneur Obscur, j'ai trouvé que les 3 démons qui font leur apparition ne sont qu'un simple écran de fumée pour lancer un peu l'aventure et affirmer les liens entre Sabrina et Nick. Ils n'ont pas la classe alors qu'ils sont quand même censés être 3 démons principaux de première ligne. Ils se font avoir par 2 pauvres étudiants et balayés par le père Blackwood d'un simple revers de la main. Ils avaient été amenés petit à petit comme s'ils étaient importants et j'ai eu l'impression de revivre sur Netflix la mort de Smoke dans Star Wars. Une bonne petite déception pour 3 personnages qui en plus n'avaient pas des déguisements à faire trembler autre chose que des jeunes enfants. De la même manière, Dorian Gray a la classe, il est précieux et son histoire est respectueuse dans les grandes lignes de l'œuvre d'Oscar Wilde, mais j'ai vraiment eu l'impression de le voir apparaître comme un cheveu sur la soupe. Un peu comme si on avait voulu le placer dans l'histoire, mais sans vraiment savoir comment l'intégrer au scénario. Tiens, du coup, un barman, c'est pas mal. Il voit tout le monde, il écoute tous les secrets, mais il a pas vraiment d'impact. Le second épisode, intitulé La Passion de Sabrina, sera sa mise à l'épreuve par Satan lui-même, qui a en tête de l'utiliser à l'avenir comme sa messagère et son prophète. Il tentera à plusieurs reprises la sorcière en utilisant toutes ses faiblesses pour la pousser à basculer du côté obscur et le suivre dans les projets qu'il a en tête. Il lance pour ça un pari avec Lilith car il est sûr qu'il pourra faire basculer la jeune sorcière malgré les doutes de sa complice. En parallèle, Suzy, ou Théo, tente de plus en plus de se poser comme un garçon et essaye d'intégrer l'équipe de basket masculine de Baxter High. Aidée par Sabrina, elle réussira à passer les tests et profitera du sortilège pour se venger de Billy, le capitaine de l'équipe, et montrera à Sabrina qu'elle n'est pas la seule à être tentée par le Seigneur Obscur. On passe ensuite à la mise au point définitive entre Sabrina et Harvey, suite à un moment de passion et de retrouvailles, avant la révélation pour les deux qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble et qu'ils ont maintenant chacun un chemin bien distinct. Elle découvre aussi qu'elle a tous ses amis qui sont touchés par des drames. Suzy est tentée de faire le mal, Rosie tombe malade, Harvey présente des traces de griffures, Salem lui-même meurt devant la porte du manoir. Satan apparaît alors à Sabrina pour lui expliquer qu'elle l'a renié et qu'elle doit en payer le prix. Elle doit donc faire bien plus que les petites requêtes qui lui étaient demandées au départ. Elle doit mettre le feu à Baxter High.
Sabrina n'a plus le choix, elle accepte donc de céder à Satan pour lui montrer qu'elle lui obéit. Juste avant de mettre le feu au lycée, Satan l'arrête et lui dit qu'il a d'autres plans pour elle. Il a gagné et met Lilith face à son erreur. À l'académie, une représentation de la passion de Lucifer Morningstar nous fait vivre la rencontre de Lilith et de Lucifer après l'échec de sa relation avec Adam. Cette représentation va être très importante dans la suite de la saison car Lucifer jouera un rôle primordial. Stolas est de retour à la toute fin comme présent du Seigneur Obscur à Lilith malgré sa défaite. Cet épisode fait référence à des passages de la Bible ou de la démonologie. Les épreuves de Sabrina sont un parallèle avec la passion dans sa définition religieuse. On entend ici une série d'épreuves ou de souffrances avant un passage ou la mort. On parle de la passion du Christ dans la Genèse ou de la passion d'Al-Hussein dans le Coran. Ça implique bien sûr un passage vers autre chose, et là c'est le passage de Sabrina du monde des mortels à celui des sorciers et du Seigneur Obscur. La deuxième référence est celle de l'épreuve d'Abraham quand Sabrina doit sacrifier le lycée Baxter High. Cet épisode est extrait de la Genèse. Abraham, qui est un homme croyant et pratiquant, doit sacrifier son fils Isaac à la demande de Dieu lui-même. Bien sage et obéissant, il se dirige donc vers la montagne qui lui a été indiquée pour exécuter son fils en respectant bien les consignes de Dieu. Au moment où il va exécuter son fils, un ange le retient. À sa place, ce sera un bélier qui sera sacrifié. Comme Abraham, qui doit exécuter son fils Isaac, sa foi est mise à l'épreuve et comme Abraham, elle est arrêtée au dernier moment. Et là aussi, comme pour Abraham, Satan explique à Sabrina qu'il garde la carte dans sa manche et s'en servira à l'avenir. Ils ont compris tous les deux qu'il la tenait grâce à ça. Les deux épisodes suivants sont beaucoup plus légers et peu de révélations y sont faites. Le troisième épisode est celui de la Saint-Valentin. Pour les sorciers de l'Académie, la fête est un peu moins innocente et commerciale. Ils fêtent les Lupercales. Cette fête fait référence aux origines de Rome et à Romulus et Rémus, qui après avoir été abandonnés sont recueillis par une louve qui va les élever dans une grotte à proximité des bords du Tibre. C'est la grotte de Lupercal, où pas si loin que ça sera fondée la ville de Rome quelques dizaines d'années plus tard. Romulus tient une place importante dans la série et plus largement dans la Wicca, parce qu'il a tué son frère comme Caïn a tué Abel dans la Bible. Parce qu'il a été élevé par une louve, et c'est une des bases des mythes des loups-garous, mais plus symboliquement, les Lupercales sont une fête de passage pour les participants dans l'Antiquité, et c'est une représentation de toute la saison qui est un passage pour Sabrina vers autre chose, et dans tous les sens du terme, parce que les choses commencent aussi à se concrétiser avec Nick. Comme dans la première saison, avec la fête des fêtes, c'est l'occasion pour l'Académie de se lâcher un peu et céder à la tentation sans aucune retenue. De son côté, Rosie fait la révélation à son père qu'elle se sent garçon, il accepte les choses sans grande difficulté. On est là dans la version idyllique du coming out à l'américaine, surtout vu le milieu où se déroulent les événements de la série. Un nouveau personnage fait son apparition et c'est Adam Masters, le fiancé de Miss Wardwell, avant qu'elle serve de corps d'accueil à Lilith, qui fait son apparition. On retrouve Alexis Denisov qui avait marqué les anciens pour sa participation dans Buffy en tant que nouvel observateur, ou plus récemment dans le MCU où il interprète l'autre, mais bon, il n'est pas vraiment reconnaissable donc on va rester sur Buffy. Son arrivée est soudaine et il paraît totalement innocent même si cette statuette qu'il ramène d'Afrique laisse présager des révélations assez rapidement. Lilith. Elle aurait en fait été dans des textes qui ne font pas partie de la Bible mais qui dateraient du Moyen-Âge, la première femme d'Adam avant Ève. Et c'est elle qui aurait perverti le premier homme et plus tard qui aurait été à l'origine de la tentation d'Ève avec la pomme et le serpent. Je trouve un peu étrange que ni le prénom de cet homme ni son apparition soudaine ne l'inquiètent même pas un petit peu. En plus, c'est quand même Alexis Denisov, merde. Le mec a quand même formé Buffy, il a bossé avec Angel, et c'est quand même le mari d'Alison Hannigan. C'est quand même légitime de se poser des questions sur son arrivée, quoi. On continue dans les faiblesses du scénario, et autant vous dire que les deux épisodes en sont truffés. La deuxième partie de cet épisode est pour moi tout simplement ridicule. On voit sortir le gang des loups-garous de nulle part, Nick se transforme brusquement en gentil petit garçon, plein de fraîcheur et d'innocence, qui découvre que cette facette de Sabrina est plus magique que tout ce qui peut exister à l'Académie. Le gars a assisté à des soirées libertines, il a couché avec les sœurs du destin, je pense même en même temps avec les trois, il est capable de sortilèges qui dépassent mon imagination et il est fasciné par ça. On insiste ensuite à un moment classique des séries et des films américains avec un parallèle dans la relation Sabrina avec Nick et Rosie avec Harvey. Un rabibochage entre Suzy et Billy qui était assez abruti pour la harceler il y a quelques jours de ça et qui se découvre une capacité d'introspection impressionnante qui le rend capable de découvrir qu'il a été littéralement stupide. Et le gâteau sur la cerise, comme dans tous les bals américains, il n'y a que 2 titres. Le premier pour que les héros réalisent leur choré bien préparé, et le second pour se coller et filer le parfait amour. Le passage qui suit à propos des relations amoureuses de Zelda et Hilda est un peu plus intéressant, et je crois que c'est à ce moment que le personnage d'Hilda prend vraiment de la densité. Elle est plus la caution burlesque de la série, elle peut à présent être une vraie femme, et ça se voit immédiatement, et ça va être de plus en plus flagrant dès l'épisode suivant. Par contre, comme je le disais, les loups-garous sont introduits dans le scénario et ils sont tous aussi ridicules l'un que l'autre. Cerberus se transforme en loup-garou et on apprend rapidement qu'il est en fait possédé par un démon lubrique et Hilda voilà un bon moyen d'animer leur soirée à l'avenir.
L'idée était nulle au départ, mais au moins le scénario retourne ça en ajoutant un événement plus léger. Par contre, la partie où Nick dévoile que son familier est une femelle loup-garou qui est jalouse est ridicule. Alors, il fait croire qu'il la tue. Tiens, bizarrement, on n'assiste pas à la scène et finalement, elle réussit à échapper successivement à un sort de bannissement et à un enchaînement par le même gars qui a réussi à piéger 3 seigneurs des enfers au début de la saison. La conclusion, c'est que Sabrina, le mec du couple, prend les choses en main et décide de se débarrasser de cet adversaire un peu trop jalouse. Oui, tout ça est totalement crédible. Je vais encore être désagréable pendant quelques secondes. Le 4e épisode est basé sur la série d'anthologie Les Contes de la Crypte, ou les épisodes Halloween des Simpsons qui sont eux-mêmes inspirés de comics américains, les EC Comics, qui racontent de courtes histoires terrifiantes. Et justement, je vais rapidement passer sur la première histoire qui concerne Nick et Sabrina. Le sorcier présente dans une école de sorcellerie, avec toute une audience de sorcières, un spectacle de magie. J'ai vraiment besoin d'argumenter pour montrer le ridicule de ce scénario ? Donc on va passer rapidement, et si on écarte ce dérapage, l'épisode est assez bien réalisé. Une diseuse de bonne aventure prend un par un les personnages qui sont en plein questionnement sur eux-mêmes pour les orienter vers le choix le plus sage après les avoir mis face à leur avenir potentiel. Le passage d'Harvey et de l'artiste capable de voir les créatures des enfers décidées à infester le monde est de qualité. Le passage de Suzy qui la met face à un choix de Sophie. On va continuer dans les références culturelles parce que le choix de Sophie vient d'un roman de William Styron où une femme doit faire un choix dramatique entre ses enfants dans les camps de concentration. Elle devait en fait choisir un enfant qui mourrait immédiatement gazé et l'autre pourrait survivre dans le camp. Le parallèle est un peu extrême, mais c'est une expression qui est utilisée pour expliquer un choix impossible. Le passage de Rosie est plus léger dans son contenu, c'est une histoire typique des histoires du type Conte de la Crypte, mais elle est divertissante, sans plus. À la veille de son mariage avec Blackwood, la tante de Sabrina est torturée par les remords d'avoir abandonné le bébé qu'elle a laissé à Desmelda. Elle décide donc de retourner voir la sorcière pour récupérer l'enfant. Le souci, c'est que l'opportuniste sorcière a profité de la situation pour obtenir de la déesse de la jeunesse quelques années gratos tout en mangeant le bébé. Elle demande à être invitée au mariage, sinon elle avouera le secret au père Blackwood, et une fois sur place, elle passe avec le futur marié un moment assez chaud dans son bureau. Face à cette situation, Zelda essaye d'empêcher la scène, mais ne peut pas parce que ça l'obligerait à révéler son terrible secret et perdre son futur investissement sur pattes. Pour finir, le passage d'Ambrose est une simple transition qui va me permettre de passer à l'épisode suivant où les grosses révélations sont faites sur le père Blackwood. Dès le début de l'épisode, la prophétie des Sœurs du Destin est le passage important de la saison. La guerre est lancée entre les Spellman et les Blackwood. Après avoir appris la mort de Luke, la situation est tendue au manoir Spellman, même si Hilda prépare activement les détails de son mariage avec le père Blackwood. Pour la suite, la grosse révélation, celle qui lance vraiment la guerre entre Sabrina et Faustus, c'est l'apparition de son père, mort, organisé par Lilith qui dévoile ce qu'on avait tous en tête, c'est bien lui qui a provoqué l'accident d'avion qui a tué les parents de Sabrina. Lilith plante comme d'habitude les petites graines pour mettre en place son jeu, et ce qu'elle raconte à propos des actes qu'avait réussi à accomplir Jésus va avoir son importance quelques épisodes plus tard. L'épisode qui est lourd en termes de révélation a quand même ses faiblesses et on peut facilement voir comment quelques événements qui ne servent rien à la trame principale sont placés pour combler un peu les vides entre les faits importants. On voit donc les petits accros au mariage qui arrivent comme par hasard avec des apparitions ou les pleurnicheries de Prudence sur le fait qu'elle soit reconnue à 100% comme la fille de Faustus. D'ailleurs, je trouve les réactions de Prudence un peu particulières. Elle essaye d'un côté d'avoir la reconnaissance de son père, mais elle est en permanence en opposition avec lui. À la limite, si elle avait été élevée par lui, j'aurais compris que la fille cherche quand même la reconnaissance de son père, même s'il est insupportable. Mais là, j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, surtout quand ça sert uniquement aux scénaristes à combler les blancs ou à rattacher certains accidents entre eux. Sabrina réussit à retrouver par miracle et grâce à Nick la profession de foi de son père. L'épisode est bien construit, par contre, pour le lancement du conflit entre Sabrina et Faustus, on passe régulièrement de l'un à l'autre et la tension monte. On assiste à la construction de l'armée de Blackwood, d'ailleurs avec un look très SS et une mise en scène à la manière d'un discours de général d'armée. Le camp des vilains est en place. Suit l'utilisation d'Ambrose comme un bon petit pion, il est placé au bon endroit pour qu'il puisse servir à l'assassinat de l'antipape, qui est le random guy qui sort de nulle part et qui est évidemment placé là pour disparaître presque immédiatement. On apprend par la suite comment est mort Luke, et une nouvelle astuce est inventée par les scénaristes pour faire monter d'un cran la suite des événements. Les chasseurs de sorcières sortent de nulle part, alors que cette idée aurait pu être utilisée pour servir de ligne principale dans une saison entière. Deuxième couteau suisse, Quentin, le gamin qui avait orienté Sabrina dans la saison 1, explique à Sabrina où est Ambrose et comment le trouver. Cet épisode par rapport au précédent qui avait vraiment une utilité est complètement fouillis. On découvre tout un tas de nouveaux éléments perturbateurs qui ne servent qu'à amener la suite. Si les chasseurs de sorcières ne foutent pas le bordel, Sabrina ne peut pas faire l'ascension dont nous parlaient les 3 démons au début de la saison. Ambrose en prison ne sert que de petits moments de corps brillants et lustrés pour rendre le moment un peu plus agréable à quelques spectateurs ou spectatrices. Rosie qui vient de devenir aveugle ne le reste que pendant quelques minutes.
Bim, troisième miracle, ah oui, Adam est éliminé juste pour bien écurer Lilith. On continue dans le fourre-tout avec comme par hasard les chasseurs de sorcières qui ont réussi à convertir l'église satanique en 2 petites incantations et Sabrina qui nous fait une marche de la souffrance en survivant à 3 carreaux d'arbalète sans vraiment broncher. On a ici une référence à Saint Sébastien. L'histoire dans la Bible raconte qu'un soldat de l'armée romaine empêche le meurtre de nombreux chrétiens. Il se fait attraper et sa punition c'est d'être attaché à un arbre et recevoir une volée de flèches. Il survit et comme les flèches c'était pas assez, on passe au bâton pour l'achever. À chaque fois, bien sûr, il résiste et explique qu'il ne cédera jamais, comme dans la marche de Sabrina dans l'épisode. On croit qu'elle est morte et hop, on passe au moment où un gars a sorti son logiciel After Effects pour transformer Sabrina en Sabrina super guerrier qui est accrochée au plafond d'une manière bien visible. Et comme par hasard, elle réussit à retourner tous les adeptes de l'ordre des innocents avec des flammes sur les mains. Et elle les tue avec une petite volée d'effets spéciaux dont les tutos sont facilement trouvables sur YouTube si vous voulez faire les mêmes à la maison. À ce moment, je me suis demandé si le budget n'avait pas été explosé par les 5 premiers épisodes parce qu'on tombe vraiment dans le n'importe quoi. Sabrina devient alors Super Sabrina et réalise tout un tas de miracles. On découvre qu'elle est le messager du Seigneur Obscur et qu'elle a un rôle bien plus important que ce qu'on pensait depuis le début. Elle maîtrise sans difficulté ses nouveaux pouvoirs et se lance dans une campagne pour créer sa propre église. Vous savez, le 4e miracle qui était attendu par Lilith. De son côté, Zelda a épousé Faustus et revient en mode lavage de cerveau. On ne comprend vraiment pas pourquoi à partir de l'épisode 6, tout bascule dans le grand n'importe quoi. Tout est précipité et ça grâce à tout un tas d'astuces scénaristiques qui sont littéralement énormes. Comment Zelda peut se faire contrôler aussi facilement? Comment Sabrina devient un super guerrier de l'enfer? Pourquoi Harvey retourne d'un coup dans la mine alors que jusqu'à maintenant il était tranquille à la maison à faire des dessins ou à aller au ciné avec Rosie? Comment ils font pour démonter un complot qu'ils ont mis 7 épisodes à découvrir et bordel, ils réussissent à ramener Zelda sans grande difficulté. Vous l'aurez compris, je ne suis plus les épisodes comme au début dans ma critique parce que la construction des épisodes part dans le n'importe quoi à partir de l'arrivée de l'Ordre des Innocents. Je pense sincèrement que la production avait un agenda dans la construction et qu'il y a eu un souci à un moment. J'ai l'impression de me voir quand j'étais à l'école et qu'il fallait faire une dissertation. Vous savez, vous commencez tranquillement, vous êtes à l'aise, vous écrivez sans trop de problèmes, mais à un moment, vous regardez la pendule et vous vous rendez compte que vous n'avez parlé que du tiers de ce que vous deviez aborder. Et là, je suis sûr que vous l'avez tous connu ce moment. Vous balancez d'un coup tout ce que vous devez dire dans 2 petits paragraphes sans vraiment vous inquiéter de comment c'est écrit ou s'il y a vraiment un lien entre tous les détails. Voilà ce que j'ai ressenti dans cette fin de saison. Netflix voulait arriver à cette fin de saison où Lucifer fait son apparition. Pas Tom Ellis, celui de l'autre série qui va bientôt arriver sur la chaîne, hein. Non, un autre Lucifer qui est le même que ce Satan qu'on voit depuis le début de la série. Le problème, et ce qui m'inquiète un peu, c'est le nom qui est utilisé dans la série Lucifer Morningstar, qui est sauf erreur le personnage de DC Comics qui est celui de la série Lucifer. Que Netflix l'appelle Lucifer, il n'y a pas de souci. C'est bien le même personnage que Satan dans la Bible. En fait, dans la Bible, Lucifer et Satan sont tous les deux le même démon. Le premier est celui qui porte la lumière, Lucifer, et qui crée sa propre église qui deviendra l'enfer. Et l'autre, c'est Satan, la bête. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est représenté en boucle dans la série. L'ange déchu, c'est bien Lucifer qui se transforme après en Satan. Là, sur ce point, il n'y a pas d'erreur dans la série, mais le nom Morningstar apparaît pour la première fois dans Sandman, la BD de Neil Gaiman, celui qui a fait American Gods. Et c'est dans l'univers DC qu'il est introduit. Donc vous voyez où je veux en venir? L'utilisation du nom Lucifer Morningstar dans Sabrina est pour moi lourde de conséquences par rapport à la licence Lucifer qui appartient normalement à DC. Est-ce que ça veut dire qu'un jour ou l'autre on aura un lien sur Netflix entre Sabrina et Lucifer? Pourquoi, comme par hasard, le Lucifer de Sabrina a lui aussi un accent anglais bien marqué tout comme Tom Ellis? Je pars peut-être n'importe où, mais je vais essayer de vous chercher une réponse et je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Je vais quand même terminer ma critique parce que je crois que je viens de faire la vidéo la plus longue de ma chaîne. La série se précipite donc vers une fin bien précise et on voit donc arriver Lucifer Morningstar avec un épisode très bien réalisé sur l'histoire entre Lilith et Lucifer et surtout qui nous explique les vraies motivations de celle qui a volé le corps de Miss Wardwell. On voit monter en parallèle le petit groupe à la Scooby-Doo entre Harvey, Rosie et Suzy. La partie de l'épisode 8 où Sabrina veut sacrifier en utilisant la mandragore fait partie de ces raccourcis scénaristiques qui vont ramener Sabrina à son statut normal parce qu'elle était devenue bien trop puissante pour une deuxième saison. Là encore, j'ai pas du tout accroché à cet épisode qui ne sert qu'à amener le 4e miracle qui doit corrompre les miracles de Jésus et permettre à Sabrina de découvrir qu'elle s'est faite berner depuis le début par Lilith. Le dernier épisode est largement au-dessus des autres et j'ai vraiment eu l'impression à ce moment de quitter une sorte de 4e dimension où tout partait en vrille. Là, dans la copie dont je vous parlais tout à l'heure, on est à la conclusion et on a été tellement vite qu'il reste quelques dizaines de minutes et on a même le temps de relire ses fautes d'orthographe. La fin de saison nous annonce la saison 3 et le voyage du Scooby Gang en enfer à la recherche de Nick Sax qui s'est sacrifié comme piège pour l'âme de Lucifer.
un Ixax qui a justement un peu le look de Tom Ellis jeune. Comme je vous l'ai dit, je vais aller enquêter sur cette affaire et je suis peut-être parti dans un gros délire, mais je trouve qu'il y a des coïncidences étranges. Donc pour conclure, cette saison 2 de Sabrina aurait pu être très bonne. Comme à chaque fois quand je parle d'une série Netflix, je me rends compte qu'au moins 2 ou 3 épisodes auraient pu être enlevés. Pas parce qu'ils ont servi à faire du remplissage comme c'était le cas dans Umbrella Academy, mais parce que la production a cherché à raccrocher les wagons pour arriver à cette fin qui est très bonne d'ailleurs, même si la suite me fait vraiment peur parce que le groupe de gamins qui part en mission, c'est plus vraiment la direction sombre et adulte qui nous avait été promise pour l'avenir. Donc au final, je suis vraiment partagé parce que j'ai passé des bons moments, mais j'ai trouvé d'autres moments de la seconde partie totalement ridicules et sans intérêt. Comme je vous l'ai dit, j'ai peur pour la suite, que ce soit pour Lucifer ou pour Sabrina, mais on verra comment les choses vont tourner. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Ma prochaine vidéo, la dernière avant mes analyses des épisodes de Game of Thrones, ce sera la critique de la deuxième saison de Killing Eve qui commence cette semaine sur la BBC et sur MyCanal. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la, et si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous. Maintenant, je vais vous laisser parce que j'ai Tom Ellis et Luke Cook qui sont en train de se prendre la tête sur qui a les plus grandes ailes. En attendant, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.